Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de vous être déplacés malgré le temps. Et bienvenue à notre soirée de discussion et de travail sur l'avenir de l'aménagement à Delson. Mon nom est Gabrielle Imarijon de l'agence Conversité. Plusieurs d'entre vous, si vous étiez là le 26 janvier dernier, vous m'avez déjà rencontré. Je suis votre animatrice pour la soirée. Je suis accompagnée de plusieurs de mes collègues qui sont assis à vos tables, qui vont être vos animateurs pour la soirée. Donc, plus tard, vous allez voir, on a une grosse portion de travail en petits groupes. Ils vont vous guider à travers les discussions. Ils vont prendre en note également tous les échanges que vous allez avoir ce soir. Alors, écoutez notre déroulement. Je vais vous présenter ça rapidement. On va passer un peu, je vais vous expliquer l'objectif de la soirée. Je vais faire un petit retour sur la rencontre du 26, peut-être pour rappeler quelques principes ou quelques grandes idées qu'on a partagées lors de cette rencontre-là. On vous a préparé un petit portrait socio-démographique de Delson pour que vous soyez un peu mieux outillés pour vos discussions en atelier un peu plus tard. Je vais vous montrer des exemples de quartiers inspirants aussi. Il y avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient demandé de vous montrer des photos de ce qu'on veut dire ou ce qu'on entend par les principes d'aménagement dont on vous a fait part le 26 janvier dernier. Ensuite, on va se garder un bon presque 1h30 en atelier de travail, donc vous allez vraiment avoir le temps de poser vos questions, d'échanger avec vos participants, vos membres, en tout cas les gens qui sont assis avec vous à table. Et puis, on va faire un bref retour après sur la démarche et les prochaines étapes qui nous attendent. On a deux représentants de la ville qui sont avec nous ce soir, qui sont là pour répondre, vous présenter certaines idées, puis répondre à certaines de vos interventions. On a Carl Beauchemin, qui est directeur de l'urbanisme à la ville de Delson, et on a M. Stéphane Desserre, qui est directeur général de la ville. Alors écoutez, sans plus tarder, j'inviterai M. Stéphane Perrault, qui est conseiller municipal du quartier Nord, à vous souhaiter la bienvenue et vous présenter les autres membres de votre conseil municipal. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Stéphane Perrault, conseiller municipal Quartier-Nord. On est très content de vous voir ici ce soir. Donc, à l'absence de M. Meloche, M. le maire, qui ne peut être présent pour des raisons de santé, et M. John, maire suppléant, qui est présentement en réunion à l'AMRC, c'est donc moi qui ai l'honneur de vous adresser quelques mots. Donc, je profite de l'occasion pour vous présenter mes collègues. Donc, j'invite Mme Lorraine Saint-James-Lapanne, conseillère municipale, à venir ici en avant. On a aussi Sylvie Lapierre, conseillère municipale, Josiane Desjardins, toutes les conseillères du Sud, et M. Rénal Corriveau, conseiller du Nord. Donc, je tiens à vous remercier de votre implication dans cette démarche. Vous avez été près de 100 personnes à participer à la première rencontre du 26 janvier dernier, et plus de la moitié des gens se sont inscrits ce soir. C'est vraiment un signe qui démontre votre intérêt à la ville de Delson. Donc, cette deuxième rencontre se tiendra sous forme d'atelier. J'espère que cette rencontre interactive vous plaira et vous encouragera à faire part de votre vision, de vos idées et de ce que devrait être notre ville de demain. Donc, le conseil municipal est très heureux de vous voir en si grand nombre et espère que vous poursuivrez cette importante démarche dont la prochaine rencontre se tiendra mardi, le 22 mars prochain. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée et des échanges fructueux. Merci beaucoup. Merci, M. Perrault. Alors, quel est l'objectif de notre soirée ce soir, de nos ateliers de travail? C'est de définir tous ensemble les premières grandes idées pour l'aménagement à venir. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, les premières grandes lignes de ce qui devrait se passer à Delson, selon vous, dans une perspective de développement durable? On cherche à faire émerger tous ensemble des propositions durables qui sont élaborées pour répondre à vos besoins. Donc, c'est pour ça qu'on vous a sollicité aujourd'hui. On veut vous entendre, on veut vos avis, on veut connaître vos aspirations et vos bonnes idées pour l'avenir de votre ville. Donc, en gros, c'est quelles grandes idées est-ce qu'on veut retrouver dans le plan et les règlements d'urbanisme? Il y a certains d'entre vous, lors de la rencontre du 26 janvier dernier, qui avaient fait part de certaines inquiétudes par rapport au fait que, oui, c'était des belles idées dans le PMAD avec la communauté métropolitaine de Montréal qu'on voulait apporter à l'aménagement d'Delson, mais qu'en était-il des promoteurs? C'est-à-dire que si on avait toutes ces belles idées, est-ce que les promoteurs, ils allaient quand même arriver puis pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le territoire? En fait, la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est qu'on cherche à déterminer ensemble des grandes idées qui vont se retrouver dans le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de votre ville. Ces deux documents-là
Le plan et les règlements sont présentement en processus de révision. Donc, vous avez ce soir un pouvoir d'influencer le contenu de ces plans-là pour vous assurer que, dans l'avenir, les promoteurs vont être obligés de se plier aux attentes de ces plans-là plutôt que de décider eux-mêmes ce qui va se retrouver sur le territoire de votre ville. Donc, c'est très important que vous soyez là ce soir. Je vous remercie encore de votre présence parce que c'est vous qui allez déterminer les grandes lignes ou le contenu, en fait, de ces documents importants pour la planification et l'aménagement de votre territoire. La démarche Imaginons notre Delson, je l'avais expliqué en détail le 26 janvier dernier, mais son objectif, en fait, c'est de vous permettre de participer à la planification des aménagements à venir sur le territoire, donc dans une perspective de développement durable, mais également dans le respect du cadre de planification du territoire et dans le respect de vos valeurs d'appartenance. Donc, on a 4 grandes étapes pour répondre à cette démarche. Le 26 janvier dernier, on a fait une rencontre d'information et d'échange. Je vous ai expliqué en détail pourquoi est-ce que les changements arrivaient sur le territoire, qu'est-ce qui sous-tendait en fait la raison d'être de cette démarche. On a également eu une longue période de questions et d'échanges. Vous avez émis des commentaires, vous avez posé des questions. Il y a certaines questions, on vous avait promis d'y revenir. On va y revenir dans pas longtemps. Ce soir, le 24 février, on fait un premier atelier de travail sur des orientations de développement, pas juste dans les aires TOD, pour l'ensemble du territoire. Donc, les orientations de développement, c'est les premières grandes idées. C'est ce qui va se retrouver, un peu ce que je vous disais un peu plus tôt, ce qui va se retrouver dans le plan d'urbanisme, dans les règlements d'urbanisme. Quelles sont les premières grandes orientations de l'aménagement à venir à Delson? Le 22 mars prochain, c'est bien le 22 mars? Oui, on aura une 3e rencontre. Lors de cette rencontre, on va se pencher plus en détail sur une aire en particulier que vous pouvez voir apparaître sur votre carte. C'est l'aire qu'on appelle l'aire TOD de la route 132 Georges Gagné. Donc, on va se pencher un peu plus en détail sur ce qui pourrait arriver dans ce secteur-là. On va se pencher sur les grandes lignes, encore une fois, les premières grandes idées pour spécifiquement cette zone-là. Quel genre de trame urbaine on pourrait retrouver, quel type d'espace vert, quelle forme est-ce que ces espaces-là pourraient prendre. Puis un peu plus tard, en avril 2016, on va vous présenter les résultats de ces ateliers-là parce qu'on va vous demander encore une fois de travailler sur des plans. On va vous présenter le fruit de votre travail. Et toutes ces informations-là vont être récupérées par la Ville et vont être utilisées pour revoir son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme, un travail qu'elle a déjà amorcé, mais qu'elle doit terminer, pour adopter ce qu'on appelle un règlement de concordance. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que je vous expliquais, la Ville de Delson est obligée de se conformer à un schéma d'aménagement que la MRC a développé. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire cette démarche en ce moment. Puis la Ville souhaite le faire avec vous pour s'assurer que le contenu de ce plan-là reflète bien vos attentes. Et donc, suite à l'adoption de ce règlement de concordance, on va même aller travailler tous ensemble sur un plan, comme un mini-plan d'urbanisme pour le secteur route 132 Georges Gagné. Donc, à toutes ces étapes-là, vous allez être sollicités, vous allez pouvoir vous exprimer, donner vos points de vue, échanger, discuter tous ensemble. Le 26 janvier dernier, je vous avais expliqué, donc, il y avait des raisons sociales, économiques, environnementales pour lesquelles on doit changer nos façons d'aménager. On avait, entre autres, parlé du développement durable et on en était venu un peu à la conclusion qu'il fallait assurer un développement qui garantisse à la fois un bien-être social, un bien-être économique, un bien-être environnemental. Et donc, pour arriver à cet objectif-là de développement durable, on devait changer nos façons d'aménager. On a également des raisons légales pour lesquelles il faut effectuer ces changements. Je vous avais parlé, en fait, du fameux PMAD. Peut-être revenir sur ça parce que ce n'est pas nécessairement clair et facile à comprendre. L'aménagement du territoire, c'est une responsabilité qui est partagée entre le gouvernement du Québec, entre les MRC, donc la vôtre, MRC de Roussillon, les communautés métropolitaines et les municipalités. Donc, en gros, c'est l'État, c'est le gouvernement qui énonce des façons de faire ou des obligations, puis tous ces autres paliers que je viens de vous nommer sont obligés de se conformer à ces orientations.
Donc, en 2001, le gouvernement du Québec a déterminé des orientations de développement pour la communauté métropolitaine de Montréal. Vous faites partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Elle a 82 municipalités. Delson est une de ces municipalités. Cette communauté métropolitaine de Montréal a dû se conformer à ces orientations gouvernementales. Elle a élaboré un plan qu'elle a appelé le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, le fameux PMAD. Dans ce plan-là, il y avait plein d'orientations de développement, de protection des espaces verts, d'aménagement. Et les MRC ont dû se conformer à ce plan-là. La MRC de Roussillon l'a fait. Elle a adopté son règlement de concordance, donc ce qui lui permet de se conformer en août 2014. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle l'a fait. C'est à votre tour maintenant de vous conformer au plan de la MRC. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On est dans une démarche de planification participative. On sollicite votre avis. On veut connaître vos idées pour que ce nouveau plan-là reflète la réalité de la communauté à Delson. Lors de la dernière rencontre, vous avez posé des questions. Il y avait plusieurs participants qui voulaient savoir, oui, mais quel est le nombre exact de terrain qui est disponible au développement? Parce que ce n'est pas vraiment clair. On parlait qu'il fallait accueillir tant de nouvelles personnes, mais est-ce qu'il y a vraiment du terrain disponible? On a des réponses pour vous à ce niveau-là. Et également, plusieurs d'entre vous trouvaient qu'on mettait beaucoup l'accent sur le développement, comme le bâti, et se demandaient, oui, mais est-ce que la ville a des obligations en matière de protection des espaces verts, des espaces naturels? Donc, je vais inviter Carl Beauchemin à vous répondre, vous amener des informations, en fait, sur ces deux sujets-là. Donc, bonsoir. Au niveau des espaces qui sont disponibles à développer et à redévelopper, donc on a tiré les données du schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. Donc, dans les secteurs résidentiels vacants, donc des espaces qui ne sont pas construits, les données sont séparées dans le tableau en deux secteurs. Donc, on parle les aires TOD et les corridors de transport, puis les secteurs hors TOD. Donc, quand on parle des secteurs TOD et corridors de transport, ça représente essentiellement 55% du territoire de Delson. Donc, globalement, on retrouve 43 hectares de secteurs résidentiels vacants. Pour donner un ordre de grandeur, un hectare, ça représente 105 000 pieds carrés. Donc, on pourrait penser que c'est à peu près une vingtaine de chacune de vos propriétés là, en grandeur de terrain. Donc, si on applique les densités qui sont définies par le schéma d'aménagement, donc dans les secteurs TOD et corridors de transport, on parle de 40 logements à l'hectare, et dans les secteurs hors TOD, donc 27 logements à l'hectare. Donc, on peut penser pouvoir accueillir, selon les prévisions, entre 1 500 et 1 700 unités de logement, tout dépendant si on applique ou non les superficies qui sont protégées ou qui comportent des milieux naturels. Au niveau des secteurs ou des espaces qui sont à redévelopper ou à requalifier, sont séparés encore une fois en deux secteurs, donc les secteurs TOD et hors TOD. On ne retrouve pas au schéma d'aménagement dans les secteurs TOD des espaces à redévelopper ou requalifier. Donc, on retrouve 89 hectares. Donc, quand on applique la densité, on pourrait accueillir jusqu'à 3 500 nouvelles unités de logement. Donc, 1 500 unités environ, plus 3 500 ici. Donc, on pourrait penser que le territoire pourrait accueillir jusqu'à 5 000 nouvelles unités de logement. Et ces espaces-là, vous allez les retrouver aussi sur les cartes qui sont sur les tables. Au niveau des obligations de protection des espaces naturels, donc encore une fois, le plan métropolitain d'aménagement du territoire a 3 grandes orientations. La première, c'est de créer des milieux de vie durables. La deuxième, c'est de créer des milieux avec des réseaux et des équipements de transport performants et structurants. Et le troisième, donc on parle d'un Grand Montréal avec un environnement protégé mis en valeur. Ici, c'est l'orientation de la CMM, donc la communauté métropolitaine qui comporte 82 municipalités. Et à partir de cette orientation-là, il y a des objectifs et des critères qui ont été mis en place. Entre autres, le plan métropolitain demande de protéger ou vise à protéger 17 % du territoire du Grand Montréal. Donc, encore une fois, ce n'est pas par terrain, mais à l'ensemble de l'échelle de la communauté métropolitaine.
vise aussi à protéger les rives, le littoral et les plaines inondables. Nous, à Delsun, on a déjà une cartographie, ça fait déjà plusieurs années qu'une cartographie qui existe des plaines inondables. Donc, il existe déjà une réglementation là, qui protège ces espaces-là. Donc, protéger les paysages d'intérêt métropolitain. On parle aussi de protéger le patrimoine bâti d'intérêt métropolitain. Puis quand on parle d'intérêt métropolitain ici, bien, il y a des critères qui sont énoncés. Qu'est-ce qui définit qu'il y a un intérêt métropolitain ou non? Sur le territoire de la MRC, on retrouve, entre autres, au niveau du patrimoine bâti, bien, on retrouve le vieux La Prairie. Mais sur le territoire de Delsun, on ne retrouve pas d'éléments ou d'ensemble ou de paysages identifiés au PMAD. Et dans les critères, bon, on parle d'identifier les aires protégées, les bois, de caractériser les milieux humides, les milieux naturels, et d'adopter un plan de conservation de ces milieux naturels-là, d'identifier les plaines inondables et de protéger les rives et le littoral. Pour votre information, à Delsun, on a déjà acquis il y a quelques années un espace, un aire de conservation qui se situe. Donc, vous avez la ligne jaune représente le chemin Saint-François-Xavier et vous avez la rue principale sud à gauche, puis vous avez les deux voies ferrées. Donc, dans le fond, ce qui est en jaune, c'est l'aire de conservation qui a été acquis près d'une dizaine d'années, dans les années 2006-2008. Puis ça représente environ une superficie d'1,3 million de pieds carrés. Donc, c'est des espaces qui sont protégés, qui ne sont pas voués au développement, là, qui sont là pour être conservés comme tels. Au niveau du portrait socio-démographique, donc, c'est quoi la population, ou la population de Delsun est composée de qui? Donc, on a une population, selon le décret 2016 du ministère des Affaires municipales, donc 7 632 habitants. Vous voyez un graphique de l'évolution de la population depuis 1981. On n'a pas connu de boom démographique très important comparativement à d'autres municipalités. Puis, selon les données d'Institut de la statistique et de Statistique Canada, dans le recensement 2011, le dernier recensement disponible, donc dans l'ensemble de la MRC, les projections indiquent qu'en 2031, le territoire pourrait accueillir jusqu'à près de 25 000 habitants de plus qu'en 2011. Et la MRC là, est composée de 196 000 habitants. Donc, la superficie du territoire, donc 7,76 km². On a une densité de population de 979 Delsuniens au kilomètre carré. Donc, Delsun est la 7e municipalité la plus populeuse de la MRC. Entre 2006 et 2011, ce sont les municipalités de Candiac et Mercier qui ont connu la plus forte augmentation de population. Alors que Léry, Saint-Mathieu et Delsun, ce sont ces municipalités qui ont connu la plus faible augmentation. Donc, Delsun, entre 2006 et 2011, a une augmentation de 1,9 d'augmentation. Principalement, les facteurs qui ont fait à l'échelle de la MRC l'accroissement démographique, mais on parle de l'accroissement naturel, les naissances. On parle de l'immigration internationale, des échanges entre les provinces. Puis, la MRC profite aussi des ménages qui quittent Montréal pour la périphérie. Au niveau de l'âge médian de la population, donc la population, c'est 38 ans, l'âge médian, alors qu'en 2006, était de 36,6 ans. La MRC, on voit aussi que le territoire de la MRC est une banlieue en croissance par rapport à la moyenne du Québec. Là, on a une population active de 70,7 %, un taux de chômage de 5,7 %. La tranche de population de 55 ans et plus est plus en croissance dans les dernières années. Puis on peut aussi dire qu'à Delsun, le nombre des enfants, donc de 15 ans et moins, a augmenté. On est passé de 5,8 % de l'ensemble de la population à 7,10 % en 2011. Donc, on peut dire aussi à Delsun que le vieillissement de la population se fait sentir. Donc, la taille des ménages, quand on parle de ménage, on peut ramener ça à une unité de logement, là. Donc, on a 2,6 personnes en moyenne. Tout comme dans l'ensemble du Québec, le nombre moyen par ménage diminue avec les années. Donc, on était à Delsun à 3,3 personnes en 1986. On est rendu à 2,6.
Donc, par contre, on a une augmentation des ménages de 1 à 2 personnes, qui représentent 56 de l'ensemble de la population. Les ménages de 3 personnes et plus sont stables, donc une proportion d'environ 44 Parmi les couples, donc la moitié avaient des enfants âgés de 24 ans et moins qui vivent au domicile familial. Puis on retrouve 365 familles monoparentales qui représentent environ 16 dans le fond, des familles du territoire. Et toutes ces données-là sont tirées là, du recensement 2011 de Statistique Canada. Au niveau des revenus médians, donc on parle de 70 583, qui est tout juste un petit peu au-dessus de la moyenne de la MRC, qui est de 69 000, près de 70 000. Là. Donc, on peut dire qu'on se compare à l'ensemble de la municipalité, mais on est largement au-dessus de la moyenne du Québec, qui est de 51 000. Donc, dans les ménages de Delsun qui ont 100 000 et plus, ben, c'est 28 des ménages à Delsun, 28,1, alors que dans la MRC, c'est 28,6. On a un taux de diplomation postsecondaire de 51 Donc, 51 de la population a un diplôme postsecondaire, mais on a 22 qui ne possèdent aucun diplôme. Et au niveau de la mobilité des travailleurs, donc, 18,6 des travailleurs travaillent sur le territoire de Delsun, 20,8 travaillent ailleurs sur le territoire de la MRC, 52 qui travaillent à l'extérieur du territoire de la MRC, puis 8 sont sans adresse de travail fixe. Donc, quand on regarde les statistiques du nombre d'emplois disponibles à Delsun, on a pratiquement le plein emploi quand on regarde le nombre de personnes de la population active versus le nombre d'emplois. Mais on se rend compte que notre population, c'est 18 qui travaillent sur notre territoire. Au niveau des déplacements travail-domicile, donc 86 des gens prennent une voiture ou se déplacent en voiture pour aller au travail. 8,2 prennent le transport en commun et 5,2 prennent soit le vélo ou la marche. Et on a 1,79 autos par logis. 3 des ménages possèdent aucun véhicule. 34 possèdent un véhicule. 48 possèdent 2 véhicules, puis 14,4 possèdent 3 véhicules et plus. On a un taux de locataires de 22,4 Donc, c'est parmi dans le fond, Delsun est parmi les municipalités avec le plus haut taux de locataires, avec La Prairie, Châteauguay, Sainte-Catherine et Saint-Isidore. Et le paiement mensuel paiement mensuel médian pour les logements qui sont loués dans le recensement 2006, donc on était à 572 mensuels, alors que pour la MRC, c'était de 607 et on a 60 Delsun de l'inventaire de logements qui a été bâti avant 1986. Merci, Carl, pour ces informations pertinentes et intéressantes. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples de quartiers inspirants. Je vais juste revenir avant, j'en avais parlé lors de la rencontre du 26 dernier. Les changements qui s'en viennent dans les façons de faire d'aménager à Delsun visent principalement à freiner l'étalement urbain. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on doit densifier. Et quand on dit densifier, je sais que ça fait vraiment peur parce que les gens associent souvent la densification à la hauteur. Mais c'est important de comprendre que l'aménagement dense ne veut pas dire un aménagement haut, surtout quand on considère qu'on parle de compacité. Donc, j'avais déjà parlé du principe de la compacité lors de la dernière rencontre. J'aimerais juste y revenir en vous donnant un exemple très visuel. Vous voyez dans les 3 cas qui sont ici, on parle d'une même densité de logement qui est de 76 logements à l'hectare. Donc, ça veut dire que dans 1 hectare, on retrouve 76 logements. En guise de comparaison, présentement à Delsun, vous avez environ 14 logements à l'hectare. Donc, c'est très unifamilial comme environnement. Avec 76 logements à l'hectare, on a vraiment différentes façons de le vivre. Soit on utilise très peu d'espace, donc on bâtit en hauteur, mais on perd beaucoup dans la qualité de vie. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'asphalte. On n'a pas nécessairement de lieu de repos, de lieu de halte, de lieu de rassemblement. On n'a pas de service, on n'a pas de commerce, on n'a pas d'espace vert. Si on essaye de s'étaler un petit peu plus en compact, comme on le voit dans le deuxième exemple, on peut aller chercher un peu plus d'espace,
Mais comme on reste en type unifamilial, on doit quand même s'étaler. Donc, on n'a pas tant d'espace intéressant pour pouvoir utiliser pour des services plus communautaires ou plus collectifs. Si on va bâtir avec une multitude de logements, donc non seulement de l'unifamilial, mais également, comme on le voit, duplex, du walk-up, donc plusieurs étages à monter avec des marches, et de la maison individuelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, quand on mélange différents types d'habitations, ça nous permet de réserver plus d'espace pour des milieux de vie, des milieux de rassemblement, potentiellement du commerce, des services de proximité. Donc, ça nous permet d'aller chercher tous les avantages de la densité tout en conservant notre échelle humaine et une qualité de vie. Donc, je veux juste que vous gardiez cette notion de compacité et vous montrer quelques exemples. Pardon, j'allais un peu trop vite. Un exemple dont on parle souvent, c'est un exemple qui se trouve aux États-Unis. J'ai choisi que des exemples nord-américains parce qu'on parle souvent de ce qui se passe en Europe, mais ce n'est pas nécessairement applicable toujours ici. Donc, un Transit-Oriented Development, un quartier TOD, qui s'appelle Orenco Station, qui est situé en banlieue de Hillsboro, en Oregon. Hillsboro, c'est une communauté d'environ 80 000 personnes. À titre de référence, votre MRC ici, elle fait environ 100 000 personnes. La section est de la MRC. Merci, Carl. Alors, c'est un quartier qui a été développé autour d'une ligne de train léger, donc d'un équipement de transport collectif. C'est un quartier qui fait une superficie de presque 1 km², donc 1 km par 1 km par 1 km. Et c'est un quartier qui propose une mixité de commerce, de services, d'habitation et d'emploi. Donc, c'est un milieu de vie qui a été développé de manière complète, de manière dynamique, vivante. La notion qui est intéressante et que j'aimerais que vous gardiez en tête dans cet exemple, c'est que ça a été bâti donc non seulement autour d'un équipement de transport collectif, mais également d'un espace vert central. Puis après, ils ont un peu peuplé le reste du quartier avec des pochettes vertes. Ils se sont assurés de bâtir les habitations proches de la rue. Donc comme ça, il y a un sentiment de cadrage. Quand on marche dans la rue, c'est à échelle humaine, c'est agréable de se promener dans la rue. Ils ont aussi misé sur des bâtiments écologiques qui réutilisaient certains des eaux de pluie, qui s'assuraient d'utiliser des matériaux recyclés. Et ils ont mis en place des activités comme, entre autres, il y a un marché frais durant la période estivale qui vient chaque semaine. À quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, vous le voyez, vous l'avez en image ici. En haut à gauche, vous avez la gare. Donc, le quartier a été bâti autour de cet équipement de transport collectif. Vous en avez également des gares à Delson. Vous les voyez d'ailleurs sur la carte. Comme vous voyez, il y a vraiment un différent type d'habitation. On a du plex, on a du 4 étages, on a également de la mixité de services. Il y a des commerces en bas à gauche. C'est un peu le petit centre commercial de Orenco Station. Donc, il y a des bureaux qui sont là, il y a des commerces, il y a également des services comme des bibliothèques et des centres de santé. Mais on garde aussi une empreinte, comme c'était une banlieue, on garde aussi un côté plus unifamilial avec, il y a beaucoup de verdure également, il y a des lieux de halte qui ont été créés, comme vous le voyez aussi en bas à droite. On s'est assuré de construire proche de la rue, donc pas de laisser de gros espaces entre les constructions et la rue. Comme ça, quand on se promène sur les trottoirs, c'est plus agréable. Donc, vous pouvez voir à travers les photos ce que je veux dire par le sentiment d'échelle humaine et de convivialité quand on se promène. Autre exemple qui vient de Vancouver, au Canada. Bien, oubliez ça, désolé, vous savez ça. Ça s'appelle Southeast Falls Creek. C'est un quartier mixte et complet qui a été développé dans le cadre des Jeux olympiques de Vancouver. Il a été construit dans une optique d'attirer, de devenir un quartier permanent par la suite. Il attire aujourd'hui 12 000 personnes environ. C'est un quartier, comme vous le savez, Vancouver, c'est une ville de haute densité, donc c'est un quartier dense, avec beaucoup de services de proximité, des lieux de rassemblement. Ils ont misé beaucoup sur la diversité de logements, donc d'avoir autant des logements locataires que propriétaires, parce qu'ils avaient également, comme vous, un haut taux de location. Et la grosse notion dont j'aimerais vous faire part ici, c'est la notion d'espace public. Ils ont beaucoup misé sur le fait d'avoir des espaces à l'intérieur et à l'extérieur des groupes de bâtiments. Et des espaces qui sont autant animés ou alors mis en valeur le jour comme la nuit. Donc, ce que vous voyez au milieu, la grande photo, c'est
Au milieu des groupes de bâtiments, chaque groupe de bâtiments a des espaces collectifs de halte, de repos, mais également de jeu pour les familles. Puis à l'extérieur du groupe des bâtiments, donc plus sur les places publiques, on a beaucoup misé sur l'art public, sur la mise en valeur architecturale, la mise en valeur, la mise en lumière, pardon, architecturale aussi de plusieurs bâtiments. Et on a quand même de l'art public assez intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai visité moi-même ce quartier, puis il y a des gros moineaux partout. C'est quand même assez intéressant de se promener à côté de ces structures. C'est quand même très amusant. Autre exemple, cette fois-ci en Californie, on s'en va du côté de San Francisco. Oakland, aux États-Unis, donc une ville proche de San Francisco, a accueilli, encore une fois, un Transit Oriented Development qui s'appelle Fruitvale Station Village. C'est un quartier mixte, complet, qui a été développé autour d'une station de train en banlieue d'Oakland. Donc, c'est un très petit endroit, c'est 257 000 pieds carrés. Ça a été construit sur d'anciens stationnements incitatifs. Donc, c'était une ville qui était un peu déconstruite, déstructurée. Il y avait beaucoup de stationnements, beaucoup d'air minéralisé qui était comme un peu utilisé pour rien, sauf stationner des voitures. Puis, ils ont décidé de reprendre ça, de construire par-dessus. En plus, c'était à proximité d'une station de train. Ils ont construit 288 unités de logement. Il y a parmi ça des presque 100 unités qui sont réservées à des revenus contrôlés là, par le gouvernement, donc pour des logements à plus faible revenu. Ils ont également inclus 114 000 pieds carrés de services et de bureaux. Il y a une clinique, il y a une bibliothèque, il y a un centre pour aînés, il y a beaucoup de magasins. Oui, il y a 45 000 pieds carrés de commercial. Donc, il y a des palmiers, parce qu'on est en Californie, mais imaginez 100 palmiers. On a donc un lieu, une grande place publique autour desquelles se sont développés donc, des commerces. On a des habitations, une différence de typologie de bâtiments, et puis des événements qui sont donc organisés sur la place publique, comme des marchés, des festivals, des événements saisonniers. Finalement, j'ai un exemple qui est très proche de chez nous, ici, au centre-ville de Boucherville. Ce n'est pas considéré comme un TON, parce que les changements du centre-ville de Boucherville ne se sont pas faits autour d'un équipement de transport collectif. Par contre, ils ont misé sur une densification du centre-ville et surtout une mixité d'usages au centre-ville. Donc, comme vous le voyez, les nouvelles habitations qui ont été construites, on parle ici de 3 étages, ont tous un rez-de-chaussée qui est réservé au commerce, qui est réservé également aux bureaux, ou en tout cas, c'est des services de proximité qui ont été développés au rez-de-chaussée. Autre aspect très intéressant, Boucherville, qui d'ailleurs, la ville a beaucoup fait parler d'elle pour cette raison, elle a décidé de faire construire un marché public à une architecture très recherchée, très novatrice au centre de sa ville. Donc, vous le voyez, c'est ce marché ici avec un toit, vous pouvez le voir lors d'événements. Donc, ce marché-là, c'est devenu un peu, bien sûr, il accueille c'est un marché, donc on peut y acheter des produits à consommer, mais c'est également un lieu de rassemblement pour la ville. C'est devenu, il y a plusieurs activités qui se tiennent là de manière saisonnière, puis de manière très régulière. Donc, quelques exemples pour que vous puissiez comprendre ou que vous puissiez un peu mieux voir ce qu'on entend par compacité, ce qu'on veut dire par mixité d'usage, surtout ce qu'on veut dire par mélange d'espaces verts puis d'espaces bâtis. Donc, avec toutes ces informations-là, je vais vous inviter à passer en atelier. Le but du jeu ce soir, c'est, comme je vous le disais un peu plus tôt, on veut comprendre avec vous, on veut définir avec vous quelles seraient les premières grandes idées que vous avez pour l'aménagement à venir à Delson. Mais on garde en tête, dans une optique de développement durable, puis surtout avec tout le cadre de planification qui s'en vient à Delson. Je sais que c'est difficile, c'est des gros changements, c'est des changements qui sont difficiles à comprendre à ce stade-ci parce qu'on ne les voit pas nécessairement. En plus, c'est des changements qui suscitent des changements de comportement. Ce n'est pas nécessairement toujours facile à mettre en place. Mais je vous demanderais d'essayer de laisser de côté votre intérêt personnel au profit plus du bien de la collectivité. Donc, pas nécessairement de penser à ces changements-là pour vous, parce que peut-être qu'ils vont prendre du temps à arriver, mais peut-être si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou que vous connaissez des enfants ou des petits-enfants, peut-être de vous mettre dans leur peau à eux, d'imaginer
l'avenir de votre ville pour eux, puis surtout avec les changements démographiques qui s'en viennent. On l'a vu, il y a peut-être un nouveau corridor de transport collectif qui s'en vient à Delson. Peut-être qu'il y a des changements qui vont être mis en place par cette nouvelle génération. Ils ne vont peut-être pas avoir besoin autant de la voiture qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut essayer de penser à leurs besoins, essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme idée intéressante? On a 3 grandes idées dont on aimerait discuter avec vous. À l'aide, je vais vous expliquer à quoi servent les petits crayons, les autocollants, tout ça. On veut tout d'abord déterminer avec vous quels seraient les premiers endroits à aménager. Par où est-ce qu'on commence? Après, on veut savoir quels seraient les premiers milieux de vie à verdir, à embellir. Où est-ce qu'il manque vraiment de verdure à Delson? Où est-ce qu'il manque de végétation? Et après, on aimerait savoir quels seraient les premiers liens à établir pour faciliter puis pour améliorer les déplacements actifs. Donc ça veut dire les déplacements à pied et à vélo, pas en voiture. On ne veut pas savoir comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile en voiture, on veut savoir comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile et plus sécuritaire à pied. Après, tous ensemble, on avait également parlé des équipements que vous aimeriez retrouver sur votre territoire qui amélioreraient votre qualité de vie, ou en tout cas la qualité de vie des générations à venir. J'aimerais juste prendre un moment. Je voudrais que vous présenter la carte tous ensemble. C'est une carte de votre territoire, donc il est très clairement défini ici par le hachuré noir. Les espaces qui ont été identifiés en brun-violet, c'est, comme on le voit ici, espaces vacants ou à potentiel de redéveloppement. Ce n'est pas nécessairement de l'espace vacant, ce n'est pas nécessairement un espace qui va être à redévelopper. On veut plutôt voir avec vous si on avait à regarder à travers toutes ces zones-là, quelle serait la première à aménager? Est-ce qu'il y en a qui sont plus propices que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ne sont vraiment pas du tout à toucher? C'est ça qu'on veut savoir, c'est de ça qu'on veut discuter avec vous ce soir. Vous avez les équipements de transport collectif, les 3 gares, le stationnement incitatif du fameux tas de route 132 Georges Gagné. En rouge, vous avez soit des pistes cyclables et des sentiers multifonctionnels comme sur Montée des Bouleaux, ou alors on vous a également mis en mauve les endroits où il y a des trottoirs. Donc, comme on le voit, il n'y en a pas beaucoup à Delson. Est-ce que peut-être on peut discuter de ça dans la partie 3 de nos ateliers? Donc, quel lien sera à développer pour faciliter les transports actifs, le vélo, la marche? On peut penser à ça tous ensemble. On a également ici, en jaune, la route 132, on la connaît bien. Mais comme vous voyez le hachuré ici, c'est un corridor de transport collectif. C'est une intention de la ville, en fait, de développer sur cette route ce qu'on appelle un SRB, un service rapide de bus, donc un lien de transport collectif qui pourrait facilement amener les gens, les déplacer, sans qu'ils aient à utiliser leur voiture. Bon, après, je pense que je vais laisser vos animateurs vous expliquer un peu plus le contenu. Je voulais juste qu'on s'entende sur les grandes lignes de la carte. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Et puis, c'est l'information surtout pour vos animateurs, mais au niveau de la logistique, de la prise de notes. Donc, je vous demanderai les premiers lieux qui sont à aménager, de les écrire en noir. Vous pouvez même, si participants, vous pouvez également écrire en noir quand on parle des premiers lieux aménagés, même coller les petits autocollants rouges qui sont sur vos tables, identifier quels seraient les premiers secteurs où est-ce qu'on veut commencer. Quand vous voulez parler d'endroits où verdir, c'est bien simple, vous utilisez le crayon vert. Et quand vous voulez parler ou quand vous voulez dessiner des liens à prioriser ou à mettre en place pour les déplacements actifs, on utilise le crayon bleu. C'est quand même simple, noir, bleu, vert, c'est assez logique. Est-ce que c'est assez logique? Oui, c'est ouais. Oui, parfait, tant mieux. Donc, écoutez, je vais vous guider à travers la discussion. On se garde environ 20 minutes par thème. Donc, vous avez comme une bonne heure pour discuter de tout ça. Puis après, on va revenir tous ensemble pour aller plus en détail sur les équipements. Merci, bonne discussion.
de localiser les places que nous autres. Donc, on a parlé des grands thèmes d'aménagement, de développement, donc les premiers gestes à poser, les premiers espaces à verdir, à embellir, puis surtout les liens à développer ou mettre en place pour sécuriser les déplacements. Mais là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plus spécifiquement quel type d'équipement améliorerait votre milieu de vie selon vous. Donc, quand on parle d'équipement public, ce qu'on veut dire par là, c'est par exemple des équipements sportifs, donc peut-être des terrains de soccer, des arénas, des patinoires, des terrains de baseball. Il y a aussi également des équipements socio-communautaires, donc peut-être des centres communautaires, des ressources pour aînés, des ressources pour enfants, des maisons de la culture, des maisons de jeunes. Vous voyez le genre. On a également des équipements culturels, comme par exemple la Maison des Arts. Est-ce que je viens juste de le dire? Je me suis mélangée un peu. Désolée. On aurait également peut-être des jardins communautaires, du théâtre, exactement. Donc, c'est ce genre de commentaires sur lesquels j'aimerais vous entendre, c'est ce genre de services plutôt sur lesquels j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui serait indispensable, selon vous, pour améliorer votre milieu de vie? Peut-être qu'on peut juste parler entre nous de manière conviviale. Si quelqu'un lève la main, je vais venir le voir, je vais vous lui passer le micro. Est-ce que quelqu'un aimerait se lancer? Est-ce qu'il y aurait un équipement qui serait vraiment indispensable, selon vous, pour améliorer? Monsieur, en avant, oui? Une bibliothèque plus fonctionnelle. Notre bibliothèque est très petite. Et là, je ne parle pas des gens qui travaillent à la bibliothèque, des gens extraordinaires, travaillent bien. Mais moi, dans mon sens, à moi, là, on a la bibliothèque à peu près la plus laide de la Rive-Sud. Pas compliqué, là. Tu rentres là, tu n'as pas de banc pour t'asseoir, tu n'as rien. OK, ça fait partie du centre communautaire. Ça devrait servir, cet espace-là, à peut-être aux personnes âgées, autant en haut qu'en bas. Et il faudrait éventuellement, peut-être, essayer de trouver un endroit plus éclairé, plus convivial, avec des bancs, avec... c'est pas... Où tu rentres et tu as le goût de lire. Si tu rentres à la bibliothèque, la dernière fois que je voulais aller, il n'y avait pas de banc, je me suis assis où il y avait les ordinateurs, et les deux madames, ils me regardaient parce que je tournais les pages là. Fait que, tu sais, je sais pas, je suis un gars qui aime les bibliothèques, j'aime lire, et puis je pense qu'à Delson, le côté bibliothèque, parce qu'on parle d'aréna, de terrain de soccer, on en a beaucoup, on en a des beaux même, est-ce que ça en prendrait d'autres? Peut-être que oui, mais la bibliothèque, si on parle de culture, donc, le premier point de vue qui me vient à l'idée, c'est toujours la bibliothèque. Je pense que ça, éventuellement, je ne parle pas de demain matin, mais ça pourrait peut-être, on pourrait peut-être tenter de, s'il y a du futur développement, est-ce que ce serait possible de penser, sans que ça soit archi coûteux, là, ça pourrait être annexé avec d'autres choses qui est culturel, ça pourrait être une bonne idée. Merci beaucoup. J'ai entendu plusieurs personnes acquiescer là, lorsque monsieur parlait, donc je vois des gens hocher de la tête. Donc, une bibliothèque améliorée, plus accessible, plus conviviale, plus belle également, plus grande. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres équipements, selon vous, indispensables? Oui. Ça va être cool. Des terrains de soccer. Il y en a pas assez. Parfait. Synthétique, naturel, ça c'est pas naturel. Parfait. Des terrains de soccer, une bibliothèque. En matière de jardin communautaire, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ici? Est-ce que c'est des... Oui, madame? Attendez, est-ce que vous voulez... Ça vous intéresse. Parfait, tant mieux, c'est bien noté. Mais si vous aviez un commentaire? Patinoire extérieure réfrigérée. Une patinoire extérieure. Patinoire extérieure réfrigérée, oui, allez-y. Réfrigérée.
Merci beaucoup. Moi, je miserais à optimiser ce qu'on a déjà en premier, parce qu'il y en a une patinoire, puis je vais souvent à côté, juste ici, puis il n'y a jamais personne. Fait que c'est beau avoir plein de belles choses, mais il faut commencer par utiliser ce qu'on a déjà. Fait que ça pourrait être bon de sensibiliser les gens. Le nouveau parc derrière l'Arena qui est super beau, qui ont tout le super terrain de pétanque, qui a dû coûter une grosse fortune, mais qui... Juste que je ne sais pas qui joue à pétanque, là, mais moi, j'en vois pas beaucoup. C'est beau de dépenser, mais commençons par utiliser bien ce qu'on a déjà. Fait que... Mais un soir semaine. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres bénévoles qui sont prêts à... Oui, mais on pourrait en avoir plus si les gens... Moi, j'en parle à des gens, puis ils ne savent même pas qu'il y a un terrain de pétanque qui reste à Delson. C'est triste. Oui, ben oui. C'est le manque de communication ou le manque de désir des jeunes comme vous Bon. de participer et de s'impliquer. Je m'engage à aller jouer avec vous, OK? Ça, c'est vraiment super. Donc, monsieur va prochainement faire partie du club de pétanque de Delson. On aime ça. Est-ce qu'il y a d'autres équipements? Oui. Oui, mais là, moi, je suis plus sûre de savoir si finalement ils détruisent le cinéma ou pas. Moi, j'aimerais ça. Oui? Oui. Ben, un petit cinéma. Oui. Parce qu'il était juste en face de chez nous, puis on aimait bien ça. Non, mais on s'est installé, entre autres, pour ça, dans ce coin-là. Puis, ben, si la ville peut imaginer un espace, tu sais, un cinéma pas nécessairement privé, mais qui, avec des visionnements de films populaires, mais aussi de films de répertoire, ce serait bien aussi. Puis, c'est ça. À côté de la bibliothèque. Ben, ça pourrait être, ouais. Mais tout le monde aime les films. Donc, peut-être, est-ce qu'on peut répondre sur la question du cinéma? Au niveau de la bibliothèque, oui. Du cinéma, en fait, le bâtiment a été acquis par un nouveau promoteur. Il n'y a pas eu encore de demande de permis de démolition, là, mais ça a été vendu, puis il y a un projet qui a été accepté là, sur le site du cinéma actuel. Le projet a été accepté, a fait l'objet d'une approbation là, en 2015 déjà. Est-ce que c'est possible de conserver le cinéma dans cette ère de développement? Donc, dans le projet qui a été présenté à la municipalité, non, il n'y a pas de projet de cinéma comme tel. À la question, est-ce qu'un espace cinéma peut être prévu ou souhaité par la municipalité dans le secteur? La réponse est oui. Si la population veut maintenir ce genre d'équipement-là, bien, on peut effectivement prévoir dans la réglementation la possibilité de le faire. Donc, dans le cadre du réaménagement d'un espace, on peut effectivement demander qu'un tel équipement se fasse. Mais c'est encore là, c'est des équipements privés. Là. On n'est pas exploitants commerciaux. Là. Attendez, monsieur, je juste... On vous a peut-être pas tous entendu ici. Peut-être juste poser votre question dans le micro pour que tout le monde puisse entendre. Est-ce que la ville de Delson a déjà donné son accord pour ce projet de condo-là? Il y a un nouveau propriétaire qui a acquis la propriété en 2014. Donc, effectivement, il y a eu des échanges entre la municipalité et le promoteur. Lors de la première consultation publique, donc dans le cadre d'Imaginons Delson, on vous a effectivement mentionné que tout ce qui est le secteur là, où est le cinéma et en arrière du centre commercial a fait l'objet d'approbation réglementaire. Donc, oui, pour ce secteur-là, il y a un projet qui est approuvé, mais comme M. Beauchemin a mentionné, il n'y a pas encore de demande de permis qui ont été déposés à la municipalité, mais il y a des pourparlers avec le promoteur. Oui, on a une... Sur les équipements encore, peut-être? Oui, parfait.
Bon, moi, bonjour. Suite à la controverse du chou-fleur à 7,99, moi, je priorise qu'on jardine plus. Donc, des jardins communautaires. Et voilà, donc je priorise vraiment qu'on jardine beaucoup plus. Donc, je veux de la verdure, puis je veux qu'on priorise ça. Merci beaucoup. Donc, jardin communautaire, encore une fois. Il y avait une intervention ici, oui. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé à Ville de la Salle, l'aquadome de Ville de la Salle. Tu as comme une piscine pour faire du sport, une piscine pour les enfants. Moi, j'ai plusieurs enfants, donc j'aimerais avoir comme une piscine publique fermée 4 saisons pour que je puisse aller avec mes enfants, ainsi pour des cours, des choses comme ça. Un centre sportif avec une piscine? Oui. Centre sportif avec piscine, 4 saisons surtout, l'aspect 4 saisons a été mentionné. Est-ce qu'il y aurait d'autres, des équipements, des activités que vous aimeriez retrouver en particulier sur le territoire de votre ville qui, selon vous, amélioreraient votre milieu de vie ou alors les milieux de vie à venir? Est-ce qu'il manque quelque chose pour faire en sorte que ces futurs sites dont vous avez discuté deviennent des milieux de vie? Bien, dans le fond, c'est peut-être juste pour compléter l'histoire de la pétanque. C'est que le terrain, je le trouve bien beau. C'est pas mon type de sport pour l'instant. Peut-être un jour. Mais j'aurais pensé peut-être qu'on pourrait mixer des terrains comme ça pour pouvoir faire d'autres types de sports sur ça, parce que j'ai l'impression qu'il est juste priorisé à ça. C'est quand même un grand terrain. Puis je suggère peut-être qu'il aurait pu avoir un aménagement pour mettre soit terrain de volleyball, des choses comme ça, qu'on puisse former des équipes. Tu sais, c'est pas des sports qui coûtent cher si on est équipé, mais que la ville puisse au moins nous fournir des filets. Puis on s'organise une gang pour ça. Donc, si je comprends bien, ce serait de retrouver plus un terrain peut-être multisport avec la piste de pétanque, je ne sais pas comment on dit. Je pense qu'on a une piste de pétanque, des terrains de volleyball, des terrains... Parfait, c'est bien noté, merci. Un marché public des saveurs, un petit peu, on est obligé d'aller soit au marché Atwater en ce moment ou la Prairie. Et l'avoir 4 saisons aussi, ça serait... On pourrait vendre des légumes de madame. Juste une question comme ça, le marché, vous le voyez où présentement? Si, par exemple, ça c'était à mettre dans une de vos premières zones à aménager, ça serait-tu... OK. Dans le TOD de Route 132, Georges Gagné. Donc, un marché public, j'ai cru comprendre que ça faisait aussi un peu l'unanimité chez les... Ou ça vient chercher... Oui, parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres équipements ou d'autres infrastructures, des activités que vous aimeriez retrouver sur votre territoire, ou est-ce que ça fait pas mal le tour? J'imagine que vous avez dû en discuter également déjà dans vos ateliers. Parfait, super. On est là pour rêver, on n'est pas là pour penser à se mettre des balises. Est-ce que vous auriez des questions peut-être? Il nous reste un petit 5-10 minutes avant qu'on mette fin à notre atelier, donc peut-être on peut prendre quelques questions. Oui? Quelles sont les prochaines étapes de cette... OK. Là, les prochaines étapes, le calendrier, je vais vous l'expliquer dans pas longtemps. Si peut-être juste il y a des questions d'éclaircissement, vous avez un commentaire à émettre sur la démarche, quoi que ce soit. Oui? Juste avant d'approuver d'autres ventes ou d'autres nouveaux projets qui vont se bâtir de condos ou tout, est-ce que vous allez attendre que votre étude soit complète ou vous allez continuer? Donc, le premier objectif, effectivement, de la démarche, c'est d'en arriver à une vision le plus rapidement possible. C'est certain que la Ville ne contrôle pas les achats ou les ventes de terrain. Tout ce qu'on contrôle, c'est des modifications de règlement. Donc, un promoteur qui voudrait développer un espace à Delson, donc qui n'est pas conforme à la réglementation actuelle, c'est dans ce cadre-là qu'on a des pouvoirs. Donc, le conseil municipal, donc la Ville, n'est pas obligé de donner suite à des modifications réglementaires. Par contre, quelqu'un qui vient présenter un projet qui est conforme à la réglementation actuelle,
mais là, on est plus limité dans le contrôle qu'on peut exercer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller rapidement dans la démarche qu'on a entreprise avec vous. Il est certain qu'il peut avoir des projets ponctuels qui soient présentés, qui répondent à des orientations de développement durable et on va bien sûr les regarder. Par contre, pour ce qui est des grands projets, notre souhait, c'est de réussir à finaliser notre démarche avant d'entreprendre des négociations avec des nouveaux projets. Donc, un projet de l'envergure du promoteur Trigon, qui comprend le cinéma, là, on n'a pas présentement de discussion avec aucun promoteur pour développer quoi que ce soit présentement. Dans le passé, par contre, on a eu à avoir des négociations avec des promoteurs. Donc, on a des projets de développement qui ont été acceptés dans le passé, mais qui ne sont pas réalisés. On pourrait noter des projets sur le Saint-François-Xavier, des projets sur Principal Sud. Donc, il faut comprendre qu'il y a des propriétaires là, qui sont propriétaires depuis plusieurs années et qu'il y a eu des modifications réglementaires dans le passé. Mais présentement, là, on n'en a pas de projet majeur. Donc, mais le projet, est-ce que ça serait possible de le geler si vous avez une éventualité de développer quelque chose d'autre à cette place-là? Vous parlez de quel endroit? On parle toujours, mettons, du cinéma, parce que je pense que la majorité des choses potentiellement développables, ça va être là. Ben, c'est votre point de vue, puis c'est là-dessus qu'on veut vous entendre, par où on devrait privilégier les interventions de développement. Pour ce qui est du secteur donc de Georges Gagné, présentement, là, dans le secteur du cinéma ou du Provigo, il n'y a pas de discussion de développement comme tel. Est-ce que les promoteurs ou les propriétaires fonciers ont de l'intérêt à du développement ou du redéveloppement? La réponse est oui pour certains, mais on veut vous entendre avant d'aller plus loin là-dedans. Merci. On avait une autre intervention ici. Je ne sais pas si Trigon se retirait, puis lui, il dit « je ne vais plus ». Ça l'obligerait, j'imagine, le prochain qui acquérait le terrain de le suivre, le Todd? Donc, effectivement, avec le promoteur Trigon, on est arrivé à une entente qui a fait en sorte que la Ville a fait une modification de zonage. On a approuvé une implantation type. Le promoteur a développé son projet de propriété. Donc, il y a déjà des grandes lignes qui ont été présentées au service d'aménagement et qui vont bon train. Donc, ça avance. Donc, une nouvelle rue à être construite dans ce secteur-là. La demande pour la rue, elle a été présentée au ministère de l'Environnement. Donc, ce dossier-là avance. Si le promoteur ou le propriétaire foncier qui est Trigon mettait sa propriété à vendre, bien effectivement, un prochain propriétaire, ce qu'il peut faire, c'est la continuité du projet qui est en place ou présenter de nouvelles choses à la municipalité qui pourraient générer des modifications réglementaires. Mais encore là, il faudrait que la municipalité accepte de faire des modifications réglementaires. Sinon, bien, il doit poursuivre dans le même genre de projet qui a été présenté et accepté. Merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être juste une dernière question, intervention, commentaire? Oui, monsieur. Le boulevard Georges Gagné, qui se termine en cul-de-sac, ça joue sur la définition de comment est-ce qu'on voudrait justement développer le secteur. Est-ce qu'il est prévu de le terminer? Et oui, comment? Puis est-ce qu'il y a déjà un plan pour ce boulevard-là de le terminer? Donc, historiquement, le boulevard Georges Gagné, donc, ceux qui sont ici depuis longtemps, donc la rue principale portait le nom parce qu'elle était la principale rue de la municipalité. Dans les années 80, quand Ivanhoe a développé le centre commercial Plaza Delson, le conseil municipal de l'époque a considéré que Georges Gagné devenait la principale artère commerciale de la municipalité. Au tournant de 2000, le ministère des Transports demandait à la municipalité de se positionner sur quel serait l'axe principal qui franchirait la 132. Il
Il faut comprendre qu'au début des années 2000, la route 132 était vouée à devenir l'autoroute 30. Et dans ce cadre-là, le ministère planifiait avec les municipalités donc, les interactions avec l'autoroute. Donc, depuis les années 2000, il a été décidé par le conseil municipal que Georges Gagné serait le principal lien entre le nord et le sud de la municipalité. À partir de là, bien sûr, le ministère a changé de projet. On ne parle plus d'autoroute 30 sur la 132, mais un boulevard urbain. Et le conseil municipal a maintenu sa position que Georges Gagné devrait être le principal lien entre le nord et le sud de la municipalité. À partir de là, en 2006, il y a un promoteur immobilier qui est le groupe MAC, donc qui a acquis des propriétés et qui a fait un développement, la première phase du centre commercial où se retrouve le IGA, Jean Coutu et compagnie. Dans ce cadre-là, on a négocié avec le ministère des Transports une ouverture de boulevard, qui est le boulevard Georges Gagné. On a une première phase de fait, environ 350 mètres, mais il est effectivement planifié que ce boulevard-là vienne rejoindre la rue principale, je vous dirais, à la hauteur de Delson Transport. Donc, c'est dans ce secteur-là. Ce n'est pas fait encore. Les terrains appartiennent à des promoteurs ou à des promoteurs ou plutôt des propriétaires. Et donc, le jour que les propriétaires voudront faire autre chose avec le terrain, bien, la Ville sera prête à ouvrir un boulevard jusqu'à la rue principale. Donc, c'est l'orientation qui est donnée pour le Georges Gagné comme principal lien entre le nord et le sud. Il y a monsieur qui veut juste poser une question. Donc, M. Dessert, ce que vous dites, c'est que le côté TOD 132, si on parle du IGA, si je comprends bien, parce que j'ai beau regarder la carte, ça ne me donne pas vraiment l'idée. Donc, ce que vous dites, c'est que vous avez un super beau potentiel de développement de terrain, parce que si ça part du IGA et ça s'en va jusqu'à la rue principale, c'est quand même assez grand, là. C'est un terrain qui est identifié comme potentiel à redévelopper. Parfait. Oui, c'est grand. Écoutez, on est arrivé presque à 21 heures. Je veux juste vous présenter rapidement les prochaines étapes. Cette démarche, Imaginons notre Delson, n'est toujours pas terminée. Il reste encore, vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de 4 grandes étapes. On en a fait 2 déjà, il en reste 2 autres. Le 22 mars prochain, vous allez être conviés, ou alors peut-être que, non, vous ne l'avez pas déjà été, mais vous allez bientôt être conviés à une prochaine rencontre. Ce coup-ci, on va faire, donc, encore une fois, en atelier de travail, un petit peu comme ce soir, mais on va se pencher sur l'aire TOD, Route 132, Georges Gagné. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous avaient identifié cette zone-là comme première zone à aménager. Bien, ça tombe bien parce qu'on va se pencher sur ça d'ici 1 mois. Ce qu'on va regarder, on va vous outiller, on va vous donner, encore une fois, on va travailler avec des cartes. On va essayer de déterminer tous ensemble les premières grandes idées pour cette aire-là, les premières grandes idées d'aménagement. Quelle forme devrait prendre le verdissement? On parle de quel type de rue, d'un point de vue de hauteur, ce avec quoi on est prêt à travailler, ou ce avec quoi vous êtes prêt à travailler plutôt. Donc, on va aborder des thèmes comme ça. On va, nous, de notre côté, analyser cette information, remettre à la Ville, puis on va se retrouver avec un scénario d'aménagement préliminaire, mais qui est préférentiel selon vous, qu'on va vous présenter le 26 avril. Vous allez pouvoir vous exprimer sur ce scénario-là, bien sûr. Et puis, en fait, comme je vous disais, la Ville de Delson doit se conformer au schéma d'aménagement de la MRC de Roussillon. Donc, elle doit adopter ce qu'on appelle un règlement de concordance avec toute l'information qu'elle aura récupérée auprès de vous. Donc, par l'atelier aujourd'hui, l'atelier du 22 mars, elle va être capable de bonifier son règlement, de le peaufiner grâce à vous, et elle va adopter donc ce règlement de concordance qui, soit dit en passant, sera soumis à une consultation publique officielle. Vous allez donc être invité et vous allez avoir l'opportunité de participer, de vous exprimer sur ce règlement-là.
Donc, ça fait pas mal le tour du calendrier. J'inviterai M. Perrault à vous souhaiter une bonne soirée, en fait. Je vous souhaite de ma part bonne soirée. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. J'espère que les gens ont apprécié votre soirée. Avez-vous aimé ça? Oui, je pense que c'est intéressant. Les conseillers, conseillères qui étaient ici ce soir, on s'est promenés, on vous a écouté, on a retenu des petites choses. On voudrait vous remercier infiniment de votre participation. Donc, au nom de Josiane Desjardins, Sylvie Lapierre, Lorraine Saint-James-Apam, Rénal Corriveau, à mon nom personnel, Stéphane Perrault, merci beaucoup. Bon retour à la maison. On vous attend, important, le 22 mars. On envoie encore des petits courriels, des invitations. Allez vous inscrire. On a encore sur le site Internet de la Ville la diffusion du vidéo de la soirée. Donc, je vous souhaite un bon retour à la maison. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci infiniment.